Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler un peu d'abeilles. Donc l'idée ça va être un peu de parler de l'apiculture, on va parler également des ruches de biodiversité. Une ruche de biodiversité, c'est une ruche que l'on a pour favoriser la biodiversité, pas pour récolter du miel. On va parler également de l'apiculture industrielle et on va également parler des alternatives, tout ce qui se trouve entre les deux. Donc la vidéo commencera par un point de vue, on va dire, global sur ce sujet-là, et ensuite on va se focaliser sur les actions à faire en hiver quand on veut se lancer dans une apiculture, quand on veut accueillir des abeilles. Alors personnellement, dans mon jardin, j'ai une ruche de biodiversité qui a juste pour but d'abriter les abeilles. Mon but c'est pas de récolter du miel, mais pour cette vidéo, on va parler avec des gens qui sont un peu plus connaisseurs que moi-même. Du coup, il y aura dans cette vidéo Bernard Bertrand, qui est très connu dans le milieu de la permaculture, de l'autonomie, du jardinage, de la vannerie et également au niveau de l'abeille. Il est entre autres choses auteur du livre Ruches de biodiversité et créateur du magazine Abeilles en liberté. Mais il ne sera pas tout seul dans cette vidéo à parler avec nous. On sera également chez Nina et Jacques de la chaîne Destination Bonheur. Et sur cette chaîne, il est possible de trouver tout un tas de vidéos qui parlent des abeilles, d'apiculture, des produits faits à base de miel. Et donc toutes les images d'abeilles que vous voyez actuellement ont été filmées par eux chez eux. Allez, c'est parti, on va parler d'abeilles. L'apiculture, ça rend les gens heureux. Et ça met en lien. C'est d'ailleurs pour ça que tu es chez nous aujourd'hui, qu'il y a Bernard aussi avec nous. Donc l'apiculture, c'est une mise en lien et ça rend heureux. Souvent on n'y pense pas, mais c'est le cas. Les abeilles apportent aussi beaucoup de biodiversité. C'est clair que peut-être on pourrait s'en passer. Il y a peut-être suffisamment de pollinisateurs sauvages un petit peu partout, mais je pense que dans un milieu anthropisé, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a besoin quand même de cet apport. Les abeilles mellifères n'ont pas toujours été installées dans des ruches. Il y a toujours eu des abeilles mellifères sauvages, vivant à l'état sauvage. Donc je pense que c'est important de prolonger cette existence et qui finalement devient une coexistence avec les activités humaines. Pourquoi avoir des abeilles? Ben oui, pour la biodiversité et pour notre équilibre. C'est très agréable à regarder, c'est très apaisant, même que ce soit de les voir, c'est quasiment méditatif. Mais l'odeur du miel, quand on sent l'odeur de la cire chaude et du miel, parce qu'on est à côté de la ruche, c'est juste un bonheur. Donc, et puis elles amènent beaucoup de vie au jardin. C'est-à-dire que c'est... Les voir aller et venir, ça change complètement le jardin. C'est des instants de méditation agréables. Puis, ça produit aussi des bons produits, comme du miel. Voilà, on peut en faire des bougies avec la cire, on a la propolis. Donc, elles nous fournissent aussi une autonomie alimentaire et une autonomie aussi pour notre santé, avec les produits de la ruche. On sait aujourd'hui que les pollinisateurs sauvages sont en difficulté, notamment au niveau des ressources. Et donc ma question c'est, est-ce que apporter d'autres pollinisateurs d'élevage, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que ça ne rajoute pas de la concurrence? Est-ce que ça ne rajoute pas un peu de la pression? Alors plusieurs réponses à cette interrogation qui est tout à fait légitime. Déjà, les abeilles mellifères sauvages ne pollinisent pas forcément les mêmes fleurs que les abeilles sauvages elles-mêmes, c'est-à-dire les abeilles solitaires, les abeilles qui ne vivent pas en colonie, ou les autres pollinisateurs. Donc, d'une manière assez instinctive, ils vont se répartir un petit peu les récoltes. Donc ça, déjà, c'est un élément de la réponse. Par rapport à ça, la crainte est peut-être justifié aujourd'hui parce qu'effectivement le volume alimentaire à disposition des abeilles, toute espèce confondue, est réduit à cause de l'industrialisation de l'agriculture. C'est vrai que c'est peut-être plus ça qui posera problème, parce qu'autrefois dans chaque maison il y avait 1, 2 ou 3 ruches, c'est-à-dire qu'il y avait énormément plus de ruches que qu'on connaît aujourd'hui, et ça se passait bien. Il n'y avait pas du tout ces phénomènes de concurrence n'existaient pas. Donc c'est un vrai problème, il faut en tenir compte, il faut pas. C'est vrai que sur une petite maison,
Sur un foyer, ça ne sert à rien d'avoir 20 ruches. Avec 2-3 ruches, on peut facilement être autonome. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, mais a priori, et si les choses sont équilibrées, normalement, tout ce petit monde-là devrait vivre en bonne entente. Ouais, et moi j'ai une autre réponse, c'est que l'abeille mellifère, c'est un insecte sauvage, au même titre que les autres. Il a sa place dans notre écosystème. Donc, comme tu disais, une apiculture familiale, quand on met 3 ruches dans son jardin, ça pose pas de souci. Ici, on a 3 ou 4 ruches, ça dépend des périodes, mais on a plein d'autres abeilles sauvages et d'autres insectes. On a des bourdons, on a des tonnes d'abeilles sauvages, et ils ne se gênent pas. Ouais, il faut être raisonnable. Effectivement, en quantité, nous on a 4 ruches et ça suffit largement. Et évidemment, 20 ruches, c'est pareil. Si on met trop d'abeilles, ça déséquilibre le système. Mettre trop de ruches à un même endroit, c'est effectivement la porte ouverte à au recours à toutes ces techniques industrielles. C'est-à-dire à partir du moment où on met beaucoup de ruches dans un endroit, il va y avoir des périodes de disette, il va falloir les nourrir, et on met le doigt dans un engrenage qui ne nous convient pas du tout. Même si c'est vrai qu'on a des abeilles aussi pour leurs produits, mais ce n'est pas le but essentiel. Le but premier aujourd'hui, c'est vraiment cet objectif d'enrichir la biodiversité de notre environnement. Les pratiques industrielles, elles affaiblissent beaucoup les abeilles parce qu'elles sont contre nature pour énormément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été formés aussi à l'apiculture industrielle via un syndicat d'apiculture. Et c'est là où on s'est posé des questions. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même les apiculteurs amateurs qui font l'apiculture chez eux et qui aiment les abeilles, comme nous, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont été formés par un système qui emmène un système d'apiculture industrielle et qui est délétère pour les abeilles. Ouais, et ça, c'est, je pense, pour 2 raisons. Donc, d'une part, c'est que ils connaissent que la plupart des gens connaissent que cette méthode-là. Mais il y a aussi la deuxième, c'est une question de matériel. C'est-à-dire que quand on a 2-3 ruches à la maison, on n'imagine pas acheter une centrifugeuse parce qu'une centrifugeuse, c'est quelque chose d'encombrant, de grand, et puis on va l'utiliser une fois dans l'année. Une centrifugeuse, c'est une espèce de grande bonbonne qui est avec des bras qui tournent, dans lequel on met les cadres. Une fois qu'on a désoperculé la cire qui bouche les alvéoles des rayons, les cadres sont mis dans la centrifugeuse, c'est mis à tourner très vite comme un panier à salade un peu, et le miel s'écoule et sort de là. Donc c'est une manière de récupérer du miel. Et donc bien sûr, un amateur qui a 3 ruches ne va pas acheter une centrifugeuse ni stocker ça chez soi. Donc souvent, c'est mis en commun au niveau des syndicats d'apiculture. Mais il faut voir que c'est une seule manière de récupérer du miel parmi d'autres, mais que cette manière-là, elle induit une apiculture industrielle. Parce que d'abord, il faut des cadres. C'est déjà une façon particulière de faire de l'apiculture. Il faut des cadres avec un format particulier, donc des ruches au format industriel, et ça va induire tout le reste. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amateurs qui utilisent ça, mais il y a des techniques naturelles où on n'a pas besoin de ça, où du simple matériel de cuisine suffit pour récupérer le miel. Apiculture industrielle, on peut dire déjà, on fait des ouvertures incessantes au niveau des ruches, donc on les dérange tout le temps. En plus de ça, le couvain doit avoir une température régulée, et chaque fois qu'on ouvre, en fait, on réduit la température, donc ça stresse les abeilles et ça les affaiblit. Ensuite, il y a le marquage des reines, c'est-à-dire que pour savoir quel âge a la reine, donc on prend la reine, on la sort, on lui met un point dessus, on la remet dedans. Donc c'est violent pour la ruche et pour l'équilibre de la ruche et l'organisation de la ruche. Ensuite, il y a tout ce qui est produits toxiques, donc les lanières les produits de traitement contre le varroa, oui. C'est des produits très toxiques, hein. Pour en donner une idée, ces produits-là, ils ne sont pas distribués tels quels.
ils sont distribués sur des lanières pré-imprégnées et qui sont consignés parce que c'est trop toxique pour les jeter dans l'environnement. Donc c'est ça qu'on met dans les ruches. Hein. Voilà. Donc c'est toxique pour les abeilles aussi. Ça part dans le bois, ça part dans le miel et ça part dans les cires. Donc c'est pas bon pour elles. L'élevage des reines, c'est quelque chose de très violent aussi, parce que pour élever des reines, il faut déjà tuer la reine en place pour que la colonie prépare de nouvelles reines. Donc en plus, c'est des reines qui sont extraites de la ruche, élevées à part, et ensuite ça va servir à faire des divisions de ruches. Donc on va prendre une partie de la colonie, les mélanger avec des reines qui ne viennent pas forcément de cette ruche-là. Il faut d'ailleurs les mettre en cage parce que sinon elles ne se font pas accepter directement de la colonie. Enfin, c'est des trucs... ça affaiblit énormément les abeilles. C'est plus une colonie. Alors moi j'aimerais faire une petite aparté là-dessus. Juste dire que l'être vivant là-dedans, c'est pas l'abeille, c'est la colonie. C'est vraiment la colonie qui est un organisme, parce que l'abeille, en tout cas l'abeille ouvrière toute seule, elle ne peut pas se reproduire. C'est vraiment la colonie comme un tout qui peut se reproduire. Donc quand on comprend ça, on comprend que prendre une reine d'une colonie, une moitié d'une autre colonie et mélanger tout ça, c'est digne de Frankenstein en fait. L'apiculture industrielle a un but premier, c'est produire, 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 produire. Donc on a les mêmes travers en apiculture que ceux qu'on a en agriculture d'une manière générale. L'apiculture a été sans doute la première des disciplines agricoles à avoir été industrialisée, avec la ruche à cadre. Et petit à petit, toutes les dérives sont arrivées là-dessus. On fait tout pour que l'abeille produise du miel, point final. Alors que normalement, son rôle dans la nature, c'est pas du tout ça. Son rôle, c'est de polliniser son environnement. C'était une période d'activité qui dure 3-4 mois pour elle, et après de se reposer, passer l'hiver, passer les périodes difficiles de la vie et se reproduire. Aujourd'hui, avec l'apiculture industrielle, on essaie de faire produire la ruche quasiment 9 mois sur 12, avec toutes les dérives que cela comporte. Et au niveau de l'apiculture industrielle, je voudrais rajouter aussi plusieurs points. C'est le fait qu'il y ait des transhumances qui soient faites pour qu'il y ait un miel monofloral. Mais transhumance dit transport et dit changement de lieu. Donc ça stresse et ça fatigue les abeilles aussi. C'est comme si on nous disait bah, tiens, on prend ta maison, on te la déplace, tu vas rester là. Sans notre avis quelque part. En plus de ça, lorsqu'elles font du miel monofloral, par exemple si c'est du colza, c'est là où il y a des pesticides, donc elles ont été affaiblies par le transport et elles peuvent se retrouver dans un champ qui est avec des pesticides, et le fait qu'elles soient affaiblies, bah, c'est délétère pour elles. Pour le monofloral encore, c'est que ça les carence aussi. Parce que si on mange des patates tous les jours, oui, on aime bien les patates, hein, mais... 5 fruits et légumes par jour. Voilà, exactement. C'est très bon, mais on ne peut pas manger que ça. Donc si on leur donne que ça à manger, bah, forcément, elles sont déséquilibrées. En parlant de manger, donc en apiculture industrielle, l'apiculteur il va retirer la totalité du miel. Et pour qu'elles survivent l'hiver, au lieu de leur laisser le miel qui est rempli de minéraux et de bonnes choses pour elles, à ce moment-là, ils leur donnent de l'eau sucrée, ce qu'ils appellent le candy, donc à base de fructose et de saccharose. Donc au niveau digestif, ça les affaiblit encore. Et c'est ce qui fait qu'elles sont plus souvent malades et fragiles. C'est juste un poison, hein. C'est comme si nous, au lieu de manger des fruits, on mangeait que du sucre blanc tout le temps. Ça va pas. Jusqu'à présent, on a trop regardé les abeilles par le biais, à travers le prisme de la production. On voulait des abeilles pour avoir du miel. Et on s'est rendu compte effectivement que cette seule vision des choses aboutissait à toutes les dérives dont on vient de parler. Et que si on voulait un rapport plus serein avec les abeilles et un avenir plus envieux pour nos compagnes, les colonies d'abeilles, et pour nous, voilà, il fallait inverser un petit peu notre rapport avec elles, et moins s'intéresser à leur production, mais plus à leur présence. D'où l'idée effectivement des ruches de biodiversité, c'est-à-dire que on met à disposition des abeilles un habitat qui est proche de l'habitat naturel dans lequel elles évoluaient avant l'industrialisation de l'apiculture.
Donc aujourd'hui, cette activité, quand on a des ruches de biodiversité, on ne fait pas forcément de l'apiculture. Si on considère que le thème d'apiculture désigne cet objectif de récolter des productions des abeilles, avec les ruches de biodiversité, on prend le contre-pied total, on garde des abeilles simplement pour elles-mêmes, sans plus d'attente. C'est-à-dire que c'est une activité finalement qui est relativement simple, puisque c'est beaucoup d'observations, de temps en temps des petites interventions très ponctuelles. Peut-être juste, on peut dire que, oui. Parce que là on était sur les ruches de biodiversité, donc c'est des ruches où on ne va pas du tout intervenir, on ne va pas récolter. Et il y a aussi des intermédiaires possibles, c'est-à-dire une apiculture qui est, on va dire, le plus respectueuse possible des abeilles. C'est plutôt ce qu'on pratique. Voilà, dans laquelle on va prélever une fois par an une portion petite, pour qu'en fait elles aient suffisamment de miel pour tout le reste de l'année et qu'on ne soit pas obligé de les nourrir. Et c'est une apiculture donc, qui est intermédiaire. Ça peut motiver des gens qui ne seraient pas forcément motivés pour avoir que des ruches de biodiversité. Donc moi je pense que c'est intéressant aussi. Et il faut voir que c'est une apiculture qui est très simple parce qu'il y a besoin de très peu de matériel, il y a besoin de très peu d'intervention, il y a besoin de rien, il n'y a pas de consommables, on ne les nourrit pas, elles se débrouillent par elles-mêmes, etc. Notre seule responsabilité, c'est de les mettre dans les bonnes conditions et d'être très raisonnable dans ce qu'on leur prend. Mais quand on a des abeilles en hiver, déjà c'est un peu c'est déjà un petit peu la même chose toute l'année quand on a des ruches de biodiversité, mais on les laisse tranquilles, on leur fout la paix. Le pire, ça serait déjà que c'est pas cool d'ouvrir une ruche, si en plus on l'ouvre en hiver à une période où elle va se refroidir très très vite, ça c'est catastrophique. Donc on les laisse mener leur vie, on les a isolés à l'automne, où on le fait dès que les premiers froids arrivent, mais c'est tout. Et on observe un petit peu ce qui se passe, on surveille que dès qu'il y a du beau temps, un petit rayon de soleil, les abeilles sortent, elles vont se nettoyer, elles vont faire leurs besoins, il y a un petit peu d'activité. Ça leur arrive parfois de rentrer déjà du pollen, même assez tôt au cœur de l'hiver, hein, si les floraisons de noisetiers, de saules, là, quand ça démarre, elles vont très vite se remettre à récolter. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Franchement, les laisser tranquilles. Par contre, on peut imaginer préparer la saison qui se profile, par exemple en préparant nos ruches, en faisant des ruches, par exemple en paille et ronce comme celle-ci. Tu peux montrer là? Voilà, oui. Parce que je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Oui, voilà. Donc, c'est une ruche vannée. C'est une ruche vannée. Elle est montée sur un cadre qui est de la même taille précisément que des ruches varées. Ça permet on peut coupler, voilà, on peut coupler ruche varée, qui est une petite ruche sympa qui rappelle à peu près les dimensions d'une cavité naturelle, et mettre dessus effectivement une ruche en paille qui sera mieux isolée. Elle est recouverte d'un pourjet de bouse de vache, d'une préparation à base de bouse de vache et d'un petit peu de cendre. Donc c'est une ruche qui est bien isolée, dans lesquelles les colonies peuvent hiverner très, très facilement. Coucou, c'est encore moi, j'apparais dans la vidéo, enfin non j'apparais pas, mais ma voix apparaît dans la vidéo. Enfin bref, tout ça pour vous dire, c'est une petite parenthèse, voilà, pour vous dire que déjà avec Bernard, on avait réalisé une vidéo il y a à peu près 4 ans sur ma chaîne sur la réalisation d'une ruche en vannerie. Et du coup, si vous voulez des informations complémentaires sur comment réaliser votre ruche, je vous mets le lien de cette vidéo dans le descriptif de celle-ci. Et on continue, je ferme ma parenthèse avec les dimensions que doit avoir cette ruche. Minimum 35-40 litres. Ouais. Pour que l'essaim puisse se développer suffisamment. Les ruches trop petites ont l'inconvénient effectivement de favoriser la multiplication des essaimages. Et plus les essaims sont petits, mais plus ils ont de difficultés à se développer, bien évidemment. Donc on va plutôt avoir des ruches. Ouais, celle-ci, je pense qu'elle fera à peu près 30 litres. 30-35 litres, c'est parfait. J'ai une année fait
une rencontre à Téhéran avec des amis apiculteurs qui travaillaient, qui étaient un petit peu les pionniers de l'apiculture écologique et de la ruche de biodiversité. À Téhéran, on a organisé une rencontre de 2 jours où on a réfléchi à la ruche idéale pour l'abeille. Et on est tous tombés d'accord sur le fait que c'était la sun hive, la ruche solaire, la ruche en forme d'œuf. Parce qu'effectivement, elle a cette forme d'œuf, donc, hein, avec la partie haute, la partie facile à chauffer. Et il y a un grand volume dessous pour qu'elle se développe. Donc si ruche idéale il y a, ça peut être ça. Mais c'est aussi le tronc, bien sûr. Hein. Traditionnellement, les colonies d'abeilles qui s'installent spontanément dans des lieux différents de nos ruches vont s'installer soit dans des troncs, soit dans des cavités rocheuses. Éventuellement des cheminées, elles aiment beaucoup les cheminées aussi. Au-delà de la forme, il y a les matériaux qui sont importants. C'est déjà des matériaux naturels. Éviter des ruches en plastique, si, ça existe. Voilà. Oui. Mais même si elles sont capables de s'y installer, mais je pense que dans des matériaux qui ne respirent pas, elles auront probablement plus de difficultés à réguler l'hygrométrie, parce qu'il faut voir que quand elles récoltent du miel, il faut qu'elles ventilent tout ça et qu'elles réduisent la quantité d'eau qu'il y a dans le nectar, enfin dans le miel là, avant de pouvoir operculer. Et des matériaux comme du bois, des matériaux comme de l'argile ou comme de la pierre, bah, ça peut absorber un petit peu ou réémettre et faire un peu tampon par rapport à ça. Et nous, on utilise chez nous principalement des ruches varées, donc des ruches qui ont un format carré. Et en fait, elles construisent préférentiellement de haut vers le bas. Donc ça respecte plus les abeilles que les ruches d'Adam qui sont rectangulaires, qui sont plus pour l'industrie apicole. Alors, il faut juste préciser, les ruches varées ont un format en cube, mais on en empile plusieurs. Et la ruche entière a un format vertical, en fait. Et c'est comme un tronc d'arbre, effectivement. C'était l'idée qu'il y avait derrière quand ces ruches-là ont été imaginées. C'est pour ça qu'on a pris ce type de ruche, parce que ça respecte plus l'habitat de l'abeille et la façon dont elles construisent naturellement. Voilà. Donc elles peuvent augmenter le volume autant qu'elles veulent par le bas, mais elles peuvent se concentrer en haut en hiver. Qu'on les fait soi-même en vannerie ou qu'on les acheté. Voilà, donc ça c'est, on va dire, quasiment le seul matériel obligatoire avec le matériel de protection. Pour éviter de se faire piquer, ouais. Voilà. Après, il faut être dans un état d'esprit très détendu parce qu'elles le ressentent, elles sentent si on est tendu, si on est stressé ou pas. Et si on arrive en étant très calme, très cool. Donc quand même, pour quelqu'un qui débute, je conseille quand même un matériel de protection. Par principe, moi, je le déconseille. Le matériel de protection. Le matériel de protection. Parce qu'il nous coupe complètement. Alors c'est vrai, oui. Du contact avec la colonie et on n'est plus capable de juger justement les moments où la colonie va dégager une certaine agressivité et va nous le faire comprendre. C'est un petit peu comme l'agriculteur dans son gros tracteur avec sa cabine et Internet dedans, où en même temps qu'il laboure, il regarde des films ou je ne sais quoi. Il est complètement coupé de son sol et il fait n'importe quoi. Alors, avoir un habit, je suis d'accord avec vous, c'est important de l'avoir sous la main, parce que ça dépend le type d'intervention que l'on veut faire, mais dans la mesure où la ruche de biodiversité va surtout nous amener à des activités contemplatives, franchement, moi, je touche du bois, je dis pas que ça pourra pas m'arriver, mais franchement, sans habit, je me suis très très rarement fait piquer, voire quasiment jamais. Je crois que je peux le compter sur le doigt de la main. On peut pas avoir d'abeilles sans se faire piquer à un moment ou à un autre. Ça, c'est une évidence aussi. Hein. Donc, si on est allergique, c'est sûr que si on fait un œdème de Quick dès qu'on a une piqûre d'abeille, bon, ben, il faut pas s'en approcher. Mais avec habit ou sans, ça change pas le problème. Mais le fait d'aller vers nos abeilles sans habit nous oblige à prendre contact avec elles et ça nous fait gagner vraiment énormément de temps sur la compréhension de la ruche, de cette entité, comme tu le disais tout à l'heure, qu'est la ruche, de cet organisme à part entière, et ça permet d'avoir des rapports beaucoup plus sereins très rapidement.
Moi, je vais avec mes petits-enfants qui ont moins de 10 ans, voir des ruches de biodiversité qui sont à côté de la maison. C'est très rare les gens qui se font piquer. J'ai jamais eu d'accident chez moi. Ouais. Oui, moi je nuance un tout petit peu, parce qu'effectivement, je vais complètement dans ton sens. Nous aussi, même on va enduire d'huile de lin les ruches sans protection du tout, alors que les abeilles, elles entrent, elles sortent, elles sont à côté. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, si on avait commencé comme ça, on aurait hésité à y aller. Voilà, donc moi, je trouve que pour démarrer, c'est bien pour prendre l'habitude du contact avec les abeilles, et petit à petit, naturellement, on les enlève. Voilà, c'est au bout d'un moment, on va mettre la combinaison que si on va ouvrir, récupérer un peu de miel et encore. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut l'avoir sous la main. Ouais. Voilà, il faut l'avoir sous la main. Et donc pour démarrer, moi je trouve que c'est bien quand même, mais effectivement petit à petit, on l'enlève un maximum. Et pour récupérer les essaims aussi, hein, parce que ça peut être impressionnant quand il y a plein d'abeilles, mais c'est vrai que petit à petit, on met la combinaison de côté, mais quand on a démarré, c'est impressionnant, voilà, le bruit que ça fait. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à démarrer si on n'avait pas eu la combinaison. Puis si c'est une ruche de biodiversité, voilà, juste la ruche. Là, il n'y a même pas besoin de matériel du tout. L'environnement avec plein de plantes mellifères. Oui. Et d'ailleurs, en hiver, ce qu'elles aiment beaucoup le romarin, par exemple. Donc, un des premiers à fleurir dans la saison. Voilà, enfin dans notre région. Après, on a néfliers du Japon, noisetiers. En ce moment, les néfliers du Japon, ils sont en fleurs, là, par exemple. Donc quand il y a une belle journée, elles peuvent sortir, aller les visiter. Ouais. Le sol aussi, en fin d'hiver, les premiers à arriver à faire des fleurs, c'est les pruneliers. On a l'aubépine aussi, qui est sauvage. L'orietin, le mahonia. Les pruniers, amandiers, c'est ceux qui fleurissent en fin d'hiver. Voilà, donc c'est des arbres qu'on peut mettre pour qu'elles aient de la nourriture le plus tôt possible dans la saison. Et après, laisser dans le jardin des zones sauvages où les plantes sauvages peuvent s'installer, telles que les violettes, pulmonaires, perce-neige. Bon, mais voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça aura intéressé certains d'entre vous. De toute façon, là, c'était la partie hiver, mais il y a également une partie printemps, été, automne qui devrait arriver le moment venu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. C'est grâce à ça que je peux réaliser une chaîne sans aucune publicité, sans placement de produits. Et donc, merci à tous les gens qui me soutiennent. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.